Narconomics, le marché international de la drogue. En lisant ce livre, vous découvrirez qu'avec ses 250 millions de consommateurs et un chiffre d'affaires de près de 300 milliards de dollars, le marché de la drogue est un commerce international, parfaitement organisé. Au même titre qu'un produit de consommation lambda, le marché de la drogue peut être étudié sous un angle économique. C'est le point de vue qu'a décidé d'adopter le journaliste spécialiste de l'Amérique du Sud, Tom Wainwright. Depuis les années 1980, les États d'Amérique du Sud luttent contre la drogue en détruisant les plantations de coca à coups d'herbicides. L'objectif est de faire augmenter le prix du produit, car selon la logique économique, le rendre plus rare, et donc moins facilement accessible, c'est lui donner plus de valeur. En Colombie, au Pérou et en Bolivie, des avions sillonnent le pays à la recherche de plantations interdites. En 2004, les trois pays ont détruit 120 000 hectares de coca, mais les champs sont replantés par les paysans, dont c'est la principale ressource, au fur et à mesure des destructions. Par conséquent, cette politique n'impacte pas réellement le marché de la cocaïne. Bien qu'élevé, le prix du gramme aux États-Unis reste stable depuis les années 1990, environ $180. Le nombre de consommateurs n'a pas non plus diminué et a plutôt tendance à se stabiliser depuis les années 90, entre 1,5 et 2 millions. Si l'éradication des champs de coca n'entraîne pas la hausse des prix escomptés, c'est parce qu'il s'agit d'un marché sans concurrence. Le petit paysan qui produit de la coca la vend au cartel, qui a le monopole de l'achat. C'est donc lui qui fixe le prix de la feuille de coca. De fait, le petit paysan n'a qu'un seul client et ne peut faire jouer le principe de l'offre et de la demande. Il supporte seul les conséquences de la politique d'éradication. Pour que les cartels souffrent aussi de la politique d'éradication, il faudrait introduire la concurrence sur le marché. Le cultivateur aurait ainsi plusieurs acheteurs potentiels. Cette solution n'est toutefois pas applicable, car la coca est un produit illicite. Une solution est de rendre financièrement plus intéressantes d'autres types de production. Début 2000, des propositions de cultures alternatives ont commencé à avoir du succès, mais ont été rapidement freinées par une mutation de taille. Depuis, les producteurs de coca ont découvert une technique permettant de quasiment doubler la quantité de cocaïne produite sans avoir à cultiver plus de feuilles de coca. La technologie leur a permis de pallier les différentes mesures restrictives mises en place pour assurer une production constante. À ce jour, environ 70% de la cocaïne mexicaine transite par la ville de Juárez, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Pourtant, 47 postes de garde veillent sur les 3000 km de frontière entre les États-Unis et le Mexique. Juárez était déjà un lieu de contrebande bien avant l'apparition de la cocaïne dans les années 1970. Elle a été l'objet d'une guerre âpre entre le cartel de Juárez et celui d'El Chapo, que ce dernier a gagné dans le sang. Si les combats à mort font le quotidien des cartels mexicains, cela est totalement différent au Salvador. Dans ce pays, suite aux combats des années 1990 qui ont fait près de 50 000 morts, les trois principaux cartels ont en effet décidé de ne plus s'entretuer et se sont partagés les secteurs du marché national. Une répartition équitable difficilement transposable au Mexique, où Juárez concentre 70% de l'exportation de cocaïne. Cet accord entre gangs a immédiatement entraîné une chute de près de 60% du taux de criminalité. À la suite de cette trêve, l'État a tout tenté pour faire entrer les membres de gangs dans la légalité. Néanmoins, l'extorsion continue d'être la règle, et reste la première source de financement des gangs. Ces deux exemples montrent bien que le niveau de violence dépend de l'organisation des cartels. Selon l'auteur, l'ouverture d'une multitude de postes aux frontières serait susceptible de réduire le niveau de violence qui règne à Juárez, car cela diviserait géographiquement le trafic. Chaque poste aurait ainsi moins de valeur et les violences pour en prendre le contrôle ne seraient pas aussi nécessaires. Le recrutement chez les trafiquants de drogue, il existe un décalage important entre les sommes d'argent distribuées et les compétences des différents maillons de la chaîne du trafic de drogue. Selon Tom Wainwright, les trafiquants ont un gros problème de ressources humaines. Bien entendu, les trafiquants n'ont pas la possibilité de publier des annonces comme le ferait une entreprise. Cela est d'autant plus handicapant que le turnover est particulièrement élevé chez ces employés qui disparaissent souvent rapidement et violemment, ou qui se retrouvent en prison. Les litiges sont donc punis par la violence. Pourtant, les candidats ne manquent pas. En Amérique du Sud et dans les Caraïbes, les prisons constituent une importante source de main-d'œuvre. Celles-ci sont des lieux de recrutement, mais également de formation.
En effet, en prison, le détenu fait allégeance à un gang qui, en contrepartie, le protège. Ainsi, à sa sortie, celui-ci est prêt à travailler pour un cartel. La volonté des institutions de limiter le nombre de détenus, de proposer de meilleures conditions de détention complique grandement le recrutement des gangs, comme cela a été démontré dans les prisons en République dominicaine. Cette politique limite le besoin de protection en prison et par conséquent, la récidive à la sortie. Toutefois, tous les cartels ne fonctionnent pas comme les gangs sud-américains, en employant des gens à plein temps. En Europe, par exemple, les trafiquants sont des recrues occasionnelles. Des hommes de main indépendants sont employés pour des tâches spécifiques, une opération menée par un ou deux organisateurs, par exemple, gérer le transport de la marchandise. Ainsi, comme dans d'autres secteurs de l'économie, le sens du contact est une qualité indispensable pour permettre un recrutement de qualité. De plus, selon une étude réalisée par la Commission européenne, les conflits entre narcotrafiquants se résolvent, la plupart du temps, par la négociation. Marketing, publicité et relations publiques font partie des préoccupations des narcotrafiquants. Selon l'auteur, il est important pour les trafiquants sud-américains de véhiculer une image positive. En cas de fuite, par exemple, cela permettra d'éviter les dénonciations de la part de membres ou de consommateurs. Les gangs mènent donc de véritables campagnes de promotion, à coups de messages publicitaires rédigés sur des panneaux ou des bannières. Certaines de ces pancartes artisanales sont des appels au recrutement, d'autres à boycotter des gangs rivaux. Dans cette même optique, les cartels soudoient ou menacent les journalistes, pour éviter que les crimes commis régulièrement ne soient relatés dans la presse, évitant ainsi une fâcheuse mauvaise publicité. Entre 2004 et 2014, 13 reporters ont ainsi été exécutés au Mexique. Cette pression ne s'applique par ailleurs pas uniquement aux journalistes locaux, mais aussi aux grands médias ou aux journalistes du net. L'objectif est d'éviter que le gouvernement ne réagisse aux violences relatées dans la presse et envoie ses forces armées dans les régions concernées. Paradoxalement, certains cartels cherchent au contraire à faire la publicité de leurs crimes. Ils cherchent ainsi à instaurer le chaos sur le territoire adverse, pour amener les forces de l'ordre à y intervenir. Une autre tactique courante des cartels pour se donner une bonne image auprès du grand public est le don aux œuvres caritatives. L'objectif est là encore de limiter les risques de dénonciation. Les cartels peuvent ainsi pallier les défaillances de l'État dans certains services publics et se proposer comme une alternative au gouvernement. Tout comme les entreprises, les cartels pratiquent la délocalisation. Comme toute entreprise, les cartels de la drogue cherchent à réduire leurs coûts. Pour cela, ils vont se tourner vers la même zone géographique que l'industrie textile, les pays pauvres d'Amérique centrale. Cette zone, qui comprend 7 petits pays, est une véritable passerelle entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. L'isthme est resté pendant longtemps une simple zone de transit, mais depuis peu, la drogue y reste un certain temps afin d'être transformée. En effet, les cartels ont désormais conscience de l'intérêt financier de délocaliser certaines de leurs activités en Amérique centrale, la main-d'œuvre étant disponible et peu chère. Entre autres au Guatemala, rongé par la pauvreté et l'insécurité. Mais les cartels recherchent également la souplesse de la législation. Voilà pourquoi ils ont investi le Honduras, plus au sud. Ce n'est pas la main-d'œuvre, mais la grande tolérance du gouvernement qui attire ici les narcotrafiquants. Cet État est en effet réputé comme étant l'un des plus corrompus au monde. Là-bas, les trafiquants paient leurs sous-traitants avec de la drogue, ce qui engendre un climat particulièrement violent. Le taux de criminalité du Honduras est le plus élevé mondialement. Selon le département de l'État américain, 45% de la drogue d'Amérique du Sud transite par le Honduras. Celui-ci constitue une base arrière de choix pour les trafiquants, qui ont migré du Mexique vers l'Amérique centrale, faisant au passage exploser les taux de criminalité et de violence. Au contraire, des pays comme le Costa Rica et le Panama, qui disposent d'une présence policière et d'un régime politique plus solide, sont boudés par les narcotrafiquants. Les cartels se sont inspirés du système des franchises. La franchise est un moyen de croissance rapide qui s'est développé dans les années 1950. Il s'agit d'octroyer le droit à des indépendants de s'approprier une marque en échange de royalties. Restauration, automobile, immobilier, etc. De nombreux secteurs de l'économie usent de ce moyen pour se développer rapidement. Il en est de même dans le monde du crime. Le modèle pyramidal du chef unique régnant sur des petites mains est en effet dépassé. L'époque est à la décentralisation. En témoigne, le cartel mexicain des Zetas, qui a connu un développement exponentiel depuis 2010.
Telle une marque de vêtements, le cartel dispose d'un logo et de divisions, implantés dans toute l'Amérique centrale. Or, ce ne sont pas des membres des États qui couvrent cette immense zone géographique, mais des franchisés, des criminels locaux spécialement recrutés et formés. Ils profitent de la notoriété de la marque Zetas, mais également de son organisation. Ils peuvent ainsi acquérir des armes à des prix cassés. Ils bénéficient par ailleurs de l'image de la marque qui facilite les extorsions et autres intimidations. Les Zetas étant réputés pour filmer ou photographier leurs crimes, particulièrement barbares, ceci pour renforcer leur image, cela se répercute sur toute leur franchise. En échange, les recrutés reversent aux Zetas une part de leurs bénéfices. Bien entendu, là où, dans une économie traditionnelle, les différends entre franchises et franchisés se règlent au tribunal, ils trouvent ici leur résolution dans des règlements de compte de la plus grande violence. De la même manière, une utilisation non autorisée de la marque Zetas est rapidement et violemment punie. Ce mode de fonctionnement n'est donc pas sans risque pour les narcotrafiquants. La délocalisation implique la délégation d'une partie du contrôle de la chaîne aux acteurs locaux, qui constituent des maillons faillibles. Que l'une de ces franchises commette une erreur et c'est tout le réseau qui en subit les conséquences. En outre, les études montrent que les franchisés font preuve de moins de loyauté envers la marque que des employés traditionnels. Ce système pourrait bien, selon l'auteur, mener les cartels à leur perte. La capacité à innover, l'une des qualités majeures des cartels. Un pays isolé comme la Nouvelle-Zélande ne peut pas compter sur l'importation pour répondre à la demande des consommateurs. C'est donc la production locale qui alimente le marché en cannabis et en amphétamines. Toutefois, face à la répression du gouvernement néo-zélandais et à la fermeture des laboratoires clandestins, les trafiquants ont dû trouver d'autres alternatives. C'est ainsi que Bowden et sa société Stargate a l'idée de mettre sur le marché une alternative légale aux amphétamines, le BZP, qui se vend par millions de comprimés et capsules dans les années 2000. En 2008, en dépit du fait que cette drogue légale n'ait provoqué aucun décès, le gouvernement interdit sa vente. Aussitôt, l'industrie pharmaceutique néo-zélandaise se met en quête de nouvelles molécules de drogue légales. Ces drogues de synthèse sont légèrement modifiées afin d'être réintroduites sur le marché au fur et à mesure de leur interdiction. Ce phénomène des drogues légales s'est élargi bien au-delà du territoire néo-zélandais, aux États-Unis et à l'Europe. Ces produits sont vendus sur des sites internet qui emploient des métaphores scientifiques pour les décrire, contournant ainsi la législation. Ils sont ainsi nommés produits chimiques de recherche, par exemple. Le marché des drogues de synthèse est en pleine expansion. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime dénombre en 2013 pas moins de 97 nouvelles substances. En Grande-Bretagne, les substances interdites sont au nombre de 600. Les variantes sont si nombreuses que c'est un véritable challenge pour les policiers que de se tenir au fait des nouveautés. Ces drogues dites légales, qui ne restent parfois sur le marché que quelques jours avant leur interdiction, peuvent se révéler particulièrement dangereuses dans la mesure où le consommateur ne sait pas toujours ce qu'elles contiennent. La drogue n'est pas restée en marge de la vente en ligne. La vente de drogue en ligne s'est développée au même rythme que le commerce. Le site Evolution Marketplace a ainsi permis d'échanger de par le monde toutes sortes de produits de contrebande pendant plusieurs semaines. Le site, bien que rapidement fermé, a été remplacé par d'autres vendant les mêmes produits. En 2015, les 12 plus grands sites de ce type ne proposaient pas moins de 40 000 articles narcotiques référencés. Il faut dire que les progrès techniques ont permis de contourner les problèmes de traçabilité et d'empreinte sur Internet, donnant ainsi la possibilité aux consommateurs d'acheter leur drogue en relative sécurité. Dorénavant, les paiements se font en Bitcoin, ce qui assure l'anonymat aux acheteurs. De plus, ces sites sont dissimulés dans le darknet où, de la drogue au faux papier, en passant par les images pédophiles et les armes, il est possible d'y faire l'acquisition de toutes sortes de produits illicites. La part des stupéfiants dans ce marché souterrain est estimée aux 2/3 des ventes. Par ailleurs, selon une enquête récente, l'achat de drogue sur Internet est en passe d'être banalisé. Ainsi, 22% des Britanniques ayant répondu à l'enquête récente de la Global Drug Survey affirment acheter leurs stupéfiants sur Internet. Les consommateurs ne sont toutefois pas les seuls à passer par ces sites. Les dealers se servent aussi du net pour leurs achats en gros. Étant donné que le Bitcoin est une devise particulièrement variable, il reste difficile de mesurer le volume de ces échanges. Malgré tout, le commerce en ligne présente un avantage. Il élimine le problème du territoire et donc des violences liées à son contrôle. Cet usage croissant du commerce en ligne permet également l'abaissement du prix du produit,
comme pour toute autre marchandise. Le problème étant que ce type de vente, plus sécurisante pour l'acheteur, attire de nouveaux clients. Comme les entreprises traditionnelles, les cartels diversifient leurs activités. C'est une façon de se développer que de s'attaquer à de nouveaux marchés, à plus forte raison lorsqu'il est impossible d'utiliser le système bancaire pour augmenter ses bénéfices. Ainsi, les cartels de la drogue ont ajouté à leurs activités l'immigration clandestine. Ils savent déjà comment faire passer illégalement des marchandises aux États-Unis, pourquoi ne pas mettre à profit ce savoir-faire pour se lancer dans un autre type d'activité ? La cocaïne et la marijuana constituent les deux produits stupéfiants les plus vendus, mais les cartels mexicains en ont introduit de nouveaux sur le marché, comme les méthamphétamines ou l'héroïne. L'idée est d'anticiper un intérêt déclinant pour les produits phares, afin d'éviter de mettre tous les œufs dans le même panier. L'un et l'autre ne sont toutefois pas aussi intéressants à la vente. L'héroïne, au contraire des méthamphétamines qui nécessitent l'importation de produits d'Asie, peut facilement être fabriquée sur place, puisqu'il existe des plantations de pavot au Mexique, qui se situent au 3e rang de la production mondiale. Le volume d'héroïne saisi entre Mexique et États-Unis est passé de 1 à 8 entre 2005 et 2013. L'héroïne est pourtant un produit très difficile à doser et hautement dangereux, le risque d'overdose étant permanent. Voilà pourquoi elle a souffert, après les années 1970, d'une si mauvaise image. Elle semblait être vouée à disparaître. Pourtant, entre 1990 et 2000, les médecins américains ont largement prescrit des antidouleurs à base d'opiacés. Un véritable fléau s'est propagé, les 2/3 des Américains qui sont devenus accros à l'héroïne, ont commencé par consommer ces antidouleurs hautement dosés en opiacés. En 2013, près de 700 000 Américains avaient consommé de l'héroïne, et 11 millions d'Américains consomment régulièrement cette héroïne légale. En conclusion, il existe de stupéfiantes similitudes entre le fonctionnement du secteur mafieux et celui de l'économie traditionnelle. Selon l'auteur, les autorités, à force de vouloir empêcher le commerce de la drogue, commettent 4 erreurs fondamentales. Premièrement, elles préfèrent se concentrer sur l'offre plutôt que de chercher, par des campagnes de prévention, à faire baisser la demande. Une autre erreur, celle-ci en matière de criminalité, est d'investir des sommes importantes dans la répression plutôt que dans la prévention. Puis, les prisons, nids de futurs récidivistes, devraient être le lieu de toutes les attentions. Quatrièmement, la drogue est un problème international qui est traité à l'échelle de chaque pays alors que seule une politique globale peut se révéler efficace. Enfin, l'interdiction totale n'est pas un moyen efficace de lutter contre le trafic de drogue. L'idéal serait un marché régulé des stupéfiants. Cette politique est actuellement testée au Colorado et donne des résultats encourageants. Alors peut-on en déduire que c'est la solution ? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Si vous avez apprécié ce résumé, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains sujets.